9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, Nicolas Sarkozy sous bracelet électronique. Que va-t-il se passer pour l'ancien chef de l'État après sa condamnation définitive dans l'affaire des écoutes? Eh bien donc la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'ancien président qui lui-même va probablement aller au niveau européen devant la Cour de justice au niveau européen. Mais cette Cour européenne des droits de l'homme qu'il s'apprête à lancer n'empêche pas l'exécution de sa peine, donc il devra tout de même le porter. Nous y reviendrons tout à l'heure. Qu'en pensez-vous? Est-ce que cette condamnation est justifiée, même si normalement on ne commente pas évidemment les décisions de justice? N'empêche qu'il y a quand même un certain nombre de questions qui peuvent se poser sur un plan notamment politique et puis sur un plan éthique également, par rapport à un chef de l'État qui a été lui-même, qui a été aux affaires, qui a mené le pays dans cette histoire. Alors il faut revenir un peu sur les détails, ce que nous ferons. J'aimerais vous entendre tout à l'heure, 0826 300 300. Et puis nous reviendrons aussi tout à l'heure sur Noël, la signification de Noël à travers aujourd'hui, et puis les crèches également, à travers un sondage Opinionway pour Hexagone et Marianne, qui réalise une forme d'union nationale autour de Noël. 90% des Français estiment qu'il n'est pas nécessaire d'être catholique pour célébrer Noël et que beaucoup fêtent évidemment Noël. Eh bien, j'aimerais vous entendre là aussi et nous détaillerons tout cela quand même parce qu'il y a des choses assez intéressantes, bien sûr, sur l'évolution de l'opinion. La vérité en face avec la fin d'un procès historique qui va se terminer donc cette semaine, aujourd'hui, demain, devant la cour criminelle du Vaucluse à Avignon. Le verdict devrait tomber aujourd'hui pour Dominique Pellicot, ainsi évidemment que les personnes qui ont abusé du corps de Gisèle Pellicot. Alors dans ce procès, il y a eu la question en fait du consentement qui a été abordée. Certains ont mis en cause, ont tenté de se défendre en affirmant par exemple que la victime, pourtant droguée par son mari, était consentante et qu'il n'y aurait pas eu viol. Alors justement, on va s'intéresser à ce consentement avec Marie-Pierre Porchy, qui est magistrate honoraire. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous parce que vous avez écrit et vous avez beaucoup travaillé justement sur le consentement depuis des années. Consentement, les vérités d'une magistrate. Qu'est-ce qu'on peut dire? Et déjà, Marie-Pierre Porchy, je pense qu'à travers ce procès, on l'a vu, on s'est posé la question de ce qu'est le consentement. Oui, alors effectivement, ce qu'il faut peut-être dire déjà, c'est que la loi ne parle pas de consentement. Et c'est bien d'ailleurs tout le sujet actuellement. Est-ce qu'il faut modifier la loi pour inscrire le consentement dans la définition du viol ou le non-consentement dans la définition du viol? Définir le consentement, c'est une question assez complexe que je développe d'ailleurs très largement dans mon livre. Oui. Et ce qu'il faut quand même savoir, c'est que au procès de Mazan, et c'était très intéressant, c'est qu'on a beaucoup utilisé le terme consentement tout en constatant que la loi n'en parle pas. Oui. On a dit par exemple, et ça a été fait par le président de la cour criminelle, il posait la question au prévenu en disant « Est-ce que vous avez eu conscience que la victime n'était pas consentante ?» Et il aurait dû, normalement, alors c'est pas un reproche, c'est simplement une constatation, il aurait pu dire « Est-ce que vous avez eu l'impression que vous avez contraint cette femme à une relation sexuelle ?» Ça aurait été beaucoup plus conforme au texte. Le procureur général a également beaucoup insisté sur l'intention, le viol qui doit être intentionnel. Il n'y a pas de consentement par procuration, a-t-il précisé. Il n'y a pas de viol involontaire. Donc tout ça tourne autour de ce jeu de ping-pong entre le consentement et la contrainte. Moi, je pense qu'il faut que cette piste soit exploitée pour une réforme. Je pense que ce terme consentement qui s'invite absolument dans tous les débats, les débats juridiques, les débats sociétaux, je pense qu'il faut une réforme. Elle est nécessaire maintenant. Je pense que le pays, peut-être même davantage que le pays, parce que ça s'invite
en Europe. Il faut savoir que d'autres pays ont inscrit le consentement dans leur loi. Oui. Le Canada, la Suède, le traité du Conseil de l'Europe, la Convention d'Istanbul, tout ça, ce sont des textes qui parlent. Oui, qui parle, mais ce n'est pas... Marie-Pierre Porcher, on a un petit problème de liaison, mais on vous a entendu quand même. Ce qui n'est pas du tout facile quand même aussi à définir hein, dans le consentement. Parce que... C'est bien la question. Ben oui, c'est toute la question. Parce que quand la question. Oui, quand il y aura une relation entre deux personnes, vous n'allez pas faire signer évidemment quelque chose à une personne. Et par la suite, si jamais l'une des personnes dit non mais je ne voulais pas finalement parce que l'on se rétracte, vous voyez, c'est évidemment différent d'une agression qui est complètement caractérisée, quoi. Hein. C'est toute la question. Sous quelle forme doit se manifester le consentement? Est-ce que ça doit être explicite? Effectivement, il faut éviter la signature du contrat avant la relation sexuelle, ce que d'ailleurs certains footballeurs vont arriver à faire parfois. On a des exemples quand on les accuse de viol ensuite par la suite. Ouais. Mais je dirais que dans les relations courantes, puisque tout le monde à peu près est concerné par les relations sexuelles, effectivement, il faut pouvoir définir ce qu'est le consentement. Et moi, je pense que c'est ce qui a peut-être c'est la grande difficulté. Si on change la loi, il faut véritablement réfléchir à ce que doit être le consentement tout en le réservant dans un espace de liberté, puisque nous vivons dans un état de liberté. Hein. Donc, je pense que c'est une question fondamentale, mais qui n'a pas véritablement d'intérêt dans l'affaire de Mazan. Parce que dans l'affaire de Mazan, la dame était sous soumission chimique. Et quand on est sous soumission chimique, on ne peut pas être consentante. Donc ça, la contrainte est caractérisée de façon absolue dans cette affaire de Mazan et la loi actuelle est tout à fait suffisante pour juger les auteurs de ce procès aujourd'hui. C'est pour l'avenir, je crois que ce terme qui s'invite dans tous les débats va devoir faire l'objet d'une réforme et de voir comment est-ce qu'on formule cette affaire de consentement, sachant quand même qu'on a des modèles au Canada, en Suède, en Espagne et ailleurs, et que ça serait vraiment très intéressant. Alors moi, dans mon livre, j'ai éprouvé le besoin d'écrire ce livre absolument pour tout le monde, pas du tout spécialement pour des juristes, pour tout le monde, parce que j'ouvre des pistes de réflexion. Et ce sont les réflexions que tout le monde se pose à ce niveau-là. Je donne des exemples, et à partir des exemples, je dis, voilà, comment est-ce que vous voulez que notre société fonctionne par rapport au consentement? Voilà, c'est tout l'intérêt. Moi, je donne des pistes de réflexion. Bien sûr, bien sûr. Et finalement, mon avis personnel a peut-être moins d'intérêt que les pistes de réflexion que j'ouvre. Non, mais ce qui est intéressant aussi, Marie-Pierre Porcher, dans votre réflexion, c'est que vous travaillez sur le sujet depuis des années. Donc, oui. Vous avez eu le temps, entre guillemets, de réfléchir et de lancer aussi ces pistes, justement. Hein. C'est en ça que c'est intéressant. Est-ce qu'il y a, vous l'avez évoqué, dernière question, hein, tout à l'heure, vous avez dit, bon, il faut réfléchir, bien sûr, dans le cadre franco-français, mais également à une échelle plus large, européenne, voire peut-être dans le monde. Est-ce qu'il y a des pays où, de façon très concrète, il y a vraiment des avancées à ce niveau oui, le Canada. Le Canada, c'est ce que vous avez évoqué. Le Canada. Tout à l'heure. Oui. La Suède. Alors redites-nous au Canada ce qui se passe alors. Alors au Canada, on doit véritablement s'interroger sur est-ce que la personne est consentante à tout moment. C'est une interrogation que l'auteur supposé doit avoir en tête systématiquement. Et en Suède, ce qui est très très intéressant, et là moi je m'intéresse beaucoup à ce fonctionnement juridique, c'est qu'on a établi une hiérarchie dans l'intentionnalité. Ah oui. Et je pense qu'en France, le tort peut-être que l'on a, c'est soit rien du tout, soit un viol ou une agression sexuelle. Et qu'il faudrait peut-être faire comme la Suède, introduire des qualifications intermédiaires. Alors eux appellent ça le viol par négligence. Moi je trouve ça pas très beau comme expression. C'est quoi le viol par négligence alors? Alors c'est le fait de ne pas avoir énormément tenu compte
du consentement de la personne, sans pour cela que ça constitue une intention de violer. Ouais. Voilà, ce sont des différentes étapes qui vont jusqu'au viol, qui peuvent aller jusqu'au viol, mais pas forcément. Voilà. Alors évidemment, ça ne concerne pas du tout l'affaire de Mazan, cette affaire-là. Non, Mazan, voilà. Mazan est hors norme par rapport à ça. Ouais. Un peu hors norme, une gradation dans l'intentionnalité. Oui. Je pense qu'elle serait très très opportune en France et le modèle suédois est vraiment intéressant à ce niveau-là. Oui, mais après, là où il faut être très cash, c'est évidemment qu'il y a des couples où il y a des personnes qui veulent avoir des relations à plusieurs. Et donc, dans ces conditions, il faudra s'interroger, il faudra peut-être avoir du consentement parce que il n'y a pas forcément un équilibre dans la volonté en fait de chacun de faire ça en fait à plusieurs. Non mais je suis assez cash, mais en même temps c'est la réalité quoi. Dans ces conditions, comment faut-il s'il y a un rendez-vous? Alors dans les lieux libertins, c'est très simple. Eh ben ils font signer des papiers actuellement, et ça je trouve ça très bien sur est-ce que vous êtes bien consentant. Ah oui. Dans les lieux libertins, c'est ce qui se passe. Alors je ne sais pas si c'est dans tous les lieux libertins, mais en tout cas. En ce qui concerne ce qu'on appelle le bondage, vous savez, les gens qui s'attachent et qui se font fouetter. Bon. Alors là, vraiment, on fait signer, il y a eu une émission récemment là-dessus, on fait signer les gens parce qu'on joue avec ce consentement. Exact. C'est justement ce jeu qui est la source d'une excitation sexuelle. Donc là, il faut vraiment être clair sur le consentement, sachant qu'on est quand même dans un pays de liberté et qu'on n'est pas des censeurs, on n'est pas là pour interdire non plus ce genre de lieu, mais qu'il faut s'assurer que les gens sont bien consentants. Bah oui, parce que même si ce n'est pas exactement ce qui s'est, bien sûr, s'est passé dans l'affaire de Pellico, n'empêche que au démarrage de cette histoire, les gens qui étaient contactés sur le site en question avaient l'impression que c'était aussi un jeu, bien sûr. Et voilà. Bon, alors c'est toute la question qui se pose au juge. On va avoir la décision tout à l'heure. Est-ce qu'effectivement il est possible ou pas que ces gens aient cru vraiment à un scénario de libertinage? C'est la décision des juges qui va être rendue tout à l'heure. Moi, je m'engagerai absolument pas sur ce qu'ils vont décider. Non, bien sûr. Est-ce qu'effectivement, il est crédible que cette femme n'était pas endormie et qu'elle jouait? Bon, on va suivre ça. En tout cas, merci. Et je rappelle le titre de votre livre, Marie-Pierre Porchy, vous êtes magistrate. Consentement, les vérités d'une magistrate. C'est aux éditions Mareuil et c'est la collection de Jacques Dallest, l'ancien procureur. C'est bien ça, Jacques Dallest. Merci beaucoup de votre invitation. Merci pour évidemment toutes ces précisions. C'est particulièrement intéressant. Et puis on va suivre le déroulé la fin de ce procès et puis le verdict. Il y a justement des réactions au 0826 300 300. Qu'en pensez-vous justement? Qu'est-ce que vous attendez des résultats de ce procès? C'est Brigitte de hier qui est avec nous dans le Var. Bonjour Brigitte. Oui, bonjour. C'est hier dans le 91. Ah, hier dans le 91. Ah oui, il y a hier dans le 91. Vous voyez, c'est Manu au Standard qui... Bon, il ne connaît que hier au soleil, lui. Alors que hier est aussi au sud de Paris, mais c'est un peu... Et ça s'écrit avec un Y. Bon, voilà. Brigitte, vous avez entendu Marie-Pierre Porchy. C'est délicat quand même, cette question en fait du consentement. Alors, comment je pourrais dire ça en restant politiquement correct? Si vous voulez, pour moi, si on complexifie la loi, c'est pas ça qui fera avancer le sujet, et c'est pas ça qui va protéger les femmes ou les hommes d'ailleurs de potentielles agressions sexuelles ou de viols. En principe, si vous voulez, chacun des partenaires doit consentir à une activité sexuelle. C'est la base. Chacun accepte que l'activité ait lieu, que ça soit une relation sexuelle, un baiser, n'importe quel autre geste de nature sexuelle. Le consentement des partenaires, il doit être clair, il doit être libre, il doit être éclairé. Ça, c'est jurisprudentiel, on n'invente pas la poudre. Et en fait, si on part de là, on n'a pas de sujet. Dire les gens, je suis désolée, mais bon, pour moi, ce sont des criminels, ceux qui sont rentrés chez une femme endormie et qui la violent alors qu'elle est endormie. À aucun moment on peut imaginer que cette dame a effectivement consenti
à ce qu'on lui fait. Enfin, quand vous êtes endormi, ou quand vous êtes totalement, comme ça arrive des fois, alcoolisé chez des jeunes femmes à la suite de fêtes ou autres qui sont suralcoolisées quand il y a des fêtes comme ça étudiantines, on se rend compte qu'après, évidemment, le consentement n'a pas eu lieu. Parce que vous n'êtes pas simplement en état de donner votre consentement. Et ça, je suis désolée, mais n'importe quel homme, entre guillemets, normalement constitué, le sait. Le sait, ça n'a rien à voir avec du libertinage, ça n'a rien à voir avec des partous comme certains peuvent faire ou autres. Là, le consentement, les gens sont là pour ça. Oui, sauf que, c'est pas pour les défendre, hein, mais les personnes qui s'étaient inscrites sur le site en question allaient sur des parties justement un peu dans ce sens de libertinage, etc. Bon, après, quand ils sont arrivés chez le couple Pellico, bah oui, ils devaient se rendre compte quand même de la situation, quoi. Certains d'ailleurs qui ont témoigné s'en sont rendus compte, hein, et on fait marche arrière, quoi, hein, si je puis dire. Mais c'est pareil pour le consentement de jeunes filles. Quand on a eu une décision du tribunal de Bobigny qui était totalement abjecte et qui considérait qu'une gamine de 11 ans avait pu donner son consentement parce qu'elle n'avait pas dit non. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est en plein délire. Hein. On est en plein délire. Et donc c'est pour ça que je dis, complexifier la loi, je ne suis pas certaine, en faisant des degrés, etc., comme l'a dit le magistrat honoraire de tout à l'heure, votre invité, je ne suis pas convaincue que ça fasse avancer le sujet. Je pense surtout qu'il faudrait qu'on retrouve simplement du bon sens, de la morale. Moi, j'ai éduqué mes enfants, j'ai 2 fils, et je les ai éduqués comme ça. Je leur ai dit, quoi qu'il arrive, même pendant, une fille qui vous dit non, c'est non. Eh oui, bah oui. Non. Et c'est point. Et il n'y a pas à tortiller. Et voilà. Et je pense qu'il faut simplement revenir à la base éducative et à un rapport homme-femme, entre guillemets, dans la normalité et pas dans la violence. C'est tout. Une femme qui vous dit non, c'est non. Même pendant un acte sexuel, si vous voulez faire quelque chose qu'elle ne veut pas, si elle vous dit non, quand bien même c'est votre épouse, quand bien même vous avez de la consensuelle, non, c'est non. Et il n'y a pas besoin d'écrire 10 tonnes de code civil ou de code pénal pour ça, en fait. Oui, alors sauf qu'il faut peut-être quand même le remettre dans la loi, parce que s'il y a une poursuite par la suite, poursuite judiciaire bien sûr, hein, il faut s'appuyer sur des textes, quoi. Ce qui n'était pas tout à fait le cas aujourd'hui autour de ce fameux consentement, donc ou pas, quoi. Hein, mais c'est complexe, hein, quand même comme situation. Ça mérite en tout cas de réflexion. Merci Brigitte, et je pense que vous avez eu le bon réflexe avec vos fils, parce que tout est une question aussi d'éducation, hein, bien souvent. Tout est une question d'éducation et du respect de ces principes. On va encore en parler dans un instant. C'est Marc qui nous appelle de Lyon, qui veut réagir autour de cette affaire. Et puis tout à l'heure aussi, bien sûr, on va revenir sur le bracelet électronique de Nicolas Sarkozy. Il est 9h20, la vérité en face sur Sud Radio. Merci Brigitte, hein. Merci beaucoup d'avoir témoigné et d'avoir réagi à la magistrate Marie-Pierre Porchy qui était avec nous. Oh, oh, oh. Sud Radio. C'est le Père Noël, il va te gâter. La vérité en face. C'est le plus beau jour de ma vie. Patrick Roger. Joyeux Noël à tous. Et c'est ce qui ressort d'un sondage Opinionway pour Hexagone et Marianne. Avec Sud Radio, nous montrons que, eh bien, il y a une forme d'union nationale. Pour en parler, Paul Sébille, qui est analyste opinion, rédacteur en chef de la revue Hexagone. Bonjour. Bonjour. Alors oui, c'est assez étonnant, hein, finalement. Enfin, on voit de toute manière. Majoritairement, on voit que les Français célèbrent Noël et aiment cette fête. Mais là, c'est attesté par votre sondage, hein. Alors, donnez-nous quelques chiffres, quelques indications, Paul Sébille. Voilà, alors ce sondage, déjà, il a été réalisé auprès de 2500 personnes. Donc, c'est un sondage assez robuste qui permet de bien lire ces résultats. Et il montre, le premier enseignement qu'on peut donner, c'est que effectivement Noël est une fête largement célébrée par les Français. On a près de 94% des Français qui fêtent Noël et 67% qui le fêtent toujours. Et par-delà ça, on voit que justement ces fêtes, on a testé une quinzaine de fêtes qui sont célébrées en France toute l'année. Et elle montre qu'il y a quand même un consensus aujourd'hui en France. Les fêtes rassemblent les Français par-delà certaines divisions qu'on connaît déjà dans la société, que ce soit sociale ou politique, et même d'une certaine façon générationnelle.
Ouais, c'est cela. Alors, quand on regarde d'ailleurs, près de 70% des Français disent ne jamais manquer le réveillon du 24 décembre. Quoi, hein. Oui, voilà. Donc il y a le Nouvel An et parmi les principales fêtes célébrées en France, donc il y a évidemment Noël, on l'a dit, et d'autres fêtes familiales. Ça, c'est très intéressant puisqu'on n'y pense pas souvent. Mais par exemple, la fête des mères, 82% des Français le célèbrent, mais aussi la fête des pères, 70%, donc c'est un petit peu moins. Mais donc la famille est vraiment au centre des célébrations et de l'unité de ce que peut faire ce pays et cette société. Oui, c'est ça. Et puis, donc, ce que vous avez dit, et ce qui montre que finalement il y a une union un peu nationale autour de ça, c'est un véritable ciment, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être catholique, donc bien sûr, pour célébrer Noël. Je veux dire par là que, donc évidemment, il y a beaucoup de personnes qui sont laïques, athées, etc., mais qui célèbrent quand même Noël. Et puis il y en a d'autres qui sont d'une autre religion aussi, et qui fêtent quand même Noël, quoi. Je pense par exemple aux musulmans, notamment. Absolument. Quoi. Et c'est ce que montre le sondage, c'est que, on y reviendra peut-être sur la signification de Noël, mais 88% des Français estiment qu'il n'est pas nécessaire d'être chrétien pour fêter Noël. Et c'est même 3/4 à peu près des musulmans. Ce qui montre qu'il n'y a pas de problème avec cette fête et qu'elle, justement, on le disait, elle fait plutôt consensus. C'est-à-dire que même si évidemment les musulmans ne vont pas à la messe ou quoi que ce soit, mais c'est aussi le cas d'une majorité de Français. D'une majorité, évidemment. Il n'y a que 22% des Français qui vont à une messe. 22% des Français, voilà, ou 22% des Français au complet, peu importe leur religion. Donc ça veut dire que c'est à peu près la population de catholiques pratiquants en France. Mais 22% qui vont à la messe, mais à la messe de Noël ou à la messe en général? À la messe de Noël, en tout cas à une messe de Noël. Ouais, c'est ça. Ah non, mais ça me semble quand même énorme. C'est quand même important, mais ce qui je pense se vérifie quand on va dans une messe à Noël, les églises sont pleines à craquer et généralement on se prend une petite leçon aussi de morale de la part du prêtre. Il y a des gens qui ne vont jamais par exemple à l'église en temps normal, mais qui sont catholiques, ou d'autres un petit peu moins qui disent j'y crois peut-être un petit peu, etc. J'ai des doutes. Exactement, et puis c'est l'occasion aussi d'y aller avec la famille, et puis c'est un moment assez festif. Mais ce qui est intéressant donc, c'est que malgré ça, il n'y a pas de problème chez les Français à fêter Noël, puisque Noël, on a testé aussi tout ce qui est autour de Noël. C'est bien sûr le repas en famille, les cadeaux, le sapin. Près de 6 Français sur 10 installent un sapin. Mais aussi une crèche. C'est presque 42% des Français installent une crèche chez eux, ou en 42%. tout cas. Voilà. Ou alors. Attendez, mais ça me semble considérable quand même, quoi. Alors pas la crèche exceptionnelle. Il y en a qui sont, des fans absolus. Oui, bien sûr, ça peut être une petite décoration, mais ce qui montre quand même qu'il reste un fond culturel. Et puis on sait, les crèches, par exemple dans le sud, en Provence, par exemple, sont presque un aspect culturel. C'est culturel, bien sûr, ça va au-delà, les santons, etc. C'est pour ça que ce chiffre est important. Et c'est même revenu, en fait, très à la mode ces dernières années, quoi. Absolument. Et peut-être en posant certains problèmes, on l'a vu pour certaines mairies, enfin, on va peut-être en parler. On va en parler dans un instant. Et c'est vrai que ce sondage montre ça, c'est que, comme je disais, les Français ont bien conscience que Noël est une fête religieuse, d'inspiration religieuse, mais pour eux, c'est aussi une fête familiale et une fête nationale, entre guillemets. C'est-à-dire que pour eux, c'est quelque chose qu'ils fêtent eux-mêmes, et ils ne nient pas le côté religieux, et ce qui permet à Noël de passer à travers les mailles du filet de la laïcité, vu que les Français ne sont pas contre l'expression de Noël dans l'espace public. Oui, alors dans cette enquête, je pense que vous ne l'avez pas forcément, mais est-ce qu'à un moment donné, il y a eu une descente de la célébration en fait de Noël? Il y a quelques années, une trentaine d'années, avec une remise en cause ou pas de ces fêtes? Alors c'est vrai qu'on n'a pas ces données dans le sondage. Faudrait l'avoir dans le temps. Parce qu'on avait cette petite perception, quoi, que Noël prenait un tout petit peu moins d'importance. Or, c'est pas vrai quand on oui, clairement. En tout cas, s'il y a eu une baisse, elle n'a pas remis en cause grand-chose, je pense. Alors, sur ce fait très précis aussi de Noël en tant que tel, il y a un chiffre intéressant, 57% qui sont opposés à l'idée de remplacer le traditionnel Joyeux Noël par joyeuse fête. Voilà, c'est un peu cette tendance qu'on voit de dire joyeuse fête plutôt que joyeux Noël. Alors nous, on l'a testé en disant aux gens, est-ce que vous seriez favorable ou opposé à supprimer joyeux Noël dans les discours publics, la publicité, l'espace public en général. Donc ça revient à ce que je disais sur cette contradiction. Et oui, 57% des Français sont opposés à la disparition du joyeux Noël. Alors c'est un chiffre qui peut être assez faible, on pourrait imaginer, mais qui est quand même... Oui, parce que ça veut dire que 40% plus... voilà, à peu près,
ne sont pas complètement opposés. Voilà, parce que je pense que les Français ont une forme de pragmatisme en se disant, bon, et d'ailleurs on le voit dans le sondage, avec leurs collègues, ils vont plutôt dire joyeuse fête, en famille plutôt joyeux Noël. Donc il y a une forme de pragmatisme sur ça, en se disant, bon, on va plutôt, pour ne pas froisser qui que ce soit. Mais voilà, ce 57% est quand même intéressant, puisque il montre l'importance du Noël pour les gens, même si c'est minoritaire évidemment, notamment pour les électeurs Mélenchon. Voilà, oui, alors oui, voilà. Ça, évidemment, ça c'est intéressant quand on détaille et quand on va chez les partisans de tel ou tel. Qu'est-ce que ça donne alors ? Bah écoutez, en fait, on voit que globalement, les électeurs de gauche, je vais parler comme ça, fêtent aussi Noël. Évidemment, il n'y a pas de fracture là-dessus, mais il y a quand même une petite nuance qui s'exprime sur ce côté-là. Je pense que c'est peut-être parce que l'électorat Mélenchon est plutôt jeune, d'autres religions aussi, donc il a plutôt tendance à faire attention, à ne pas froisser. Il y a un petit peu cette tendance aussi dans la jeunesse à respecter tout le monde et donc à plutôt dériver sur le joyeuse fête que sur le joyeux Noël. Ça ne remet pas en cause. Mais même dans les entreprises, pour ne froisser personne, sur les petits messages internes, etc., exactement. Les messageries, il y avait des entreprises qui avaient décidé de ne plus mettre Noël, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'une minorité de Français souhaite joyeux Noël avec leurs collègues de travail. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que vous dites joyeux Noël ou alors vous voulez remplacer cela par joyeuse fête ? Tiens, moi j'aimerais vous entendre, 0826 300 300, ou alors témoigner si dans votre entreprise on a banni le mot Noël. J'aimerais vous entendre. Et puis on verra aussi que parfois, il y a des recours, bien sûr pour des crèches dans des lieux publics, bien sûr, mais il y a même des photos dans des journaux publics où il y a des recours de certains. Et c'est ce qui s'est passé du côté d'Asnières, en région parisienne. Nous aurons le maire qui sera avec nous dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci Sud Radio pour avoir diversité dans les échanges. C'est vrai que c'est une radio libre. Sud Radio, parlons vrai. Wouh! Les ventes flash de décembre Amazon sont enfin là. Faites de super économies sur de nombreux produits. De la high-tech à la maison, en passant par les jouets, la beauté et bien plus encore. Profitez des ventes flash de décembre Amazon. Jusqu'au 22 décembre. Des ventes flash qui vont vraiment vous enchanter. Sud Radio Mazamet. 104.1. Sud Radio. Approchez, vous entendez ? Ce sont vos stars qui vous parlent. Et elles ont beaucoup de choses à vous dire. Sylvie Vartan et ses adieux à la scène. Cyril Ferraud et son nouveau rôle de papa. Laetitia Milo et son aventure gourmande dans Le Meilleur Pâtissier. Et même Fabrice Deville qui refait le passé et dévoile son avenir. Des grands titres aux petits secrets. Plongez au plus proche de vos célébrités préférées avec la nouvelle formule Journal de France. Journal de France, le magazine où vos stars se racontent. En ce moment chez votre marchand de journaux. À tous ceux que ça ne dérange pas de rester bloqués des heures dans les bouchons. Ça va, c'est Noël. À ceux qui cèdent le passage à tout le monde au rond-point. Bah ouais, mais faut être sage pour avoir des cadeaux. Et à ceux qui éteignent leur plein phare sans qu'on ait besoin de leur demander. C'est donc ça, la magie de Noël ? Vendredi et samedi, le carburant est à prix coûtant chez Intermarché. Bah oui, c'est Noël. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 21 décembre. Modalités et magasins participants sur intermarché.com. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Kiabi, partenaire de votre pouvoir d'achat. Quand on pense une mode à petit prix, c'est aussi pour illuminer vos soirées de fête. Cette saison, mention spéciale pour le velours. Des silhouettes intemporelles pour toutes les morphos. Comme le pantalon femme en velours plissé à 15 €, 50% polyester recyclé. C'est comme ça que Kiabi en fait toujours plus pour les familles. Kiabi, la mode à petit prix. Jusqu'au 31 décembre. Conditions kiabi.com. Ce que fait But pour Noël, franchement, ça mérite une décoration. Chez But, c'est la maison des cadeaux. En ce moment, grand déstockage sur la déco de Noël. Jusqu'à moins 30% sur toute une sélection de décorations de Noël. Dans la limite des stocks disponibles. Voir produits concernés en magasin et sur but.fr. Joyeux Noël aux gourmands qui attendent toujours le dessert avec impatience. Pendant les fêtes chez Picard, découvrez notre collection de plus de 20 bûches pâtissières et glacées à partir de 7,99 €. Comme notre bûche glacée chocolat vanille noisette. Et profitez du click and collect en magasin en commandant sur picard.fr et l'appli Picard. Picard, pour le bon et le meilleur. 425 grammes, soit 18,80 € le kilo. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Pour sauver l'humanité, mieux vaut être chargé à bloc. Chargeur feu vert auto et moto compatible avec les batteries Start and Stop. C'est un chargeur de batterie, on n'en fait pas un peu trop là? Si, mais à ce prix-là, ça vaut le coup. Oui, c'est vrai. En ce moment, votre chargeur de batterie feu vert automoto est à seulement 19,99 €. Feu vert, le pouvoir de l'expert. Voir offre et conditions sur feuvert.fr. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. Mon beau sapin. Et qui est intéressante. Et il y a aussi cette idée toujours aussi des crèches. 42%, c'est ça qui, ça m'a quand même beaucoup surpris. 42% disent installer une crèche chez eux, y compris donc des non-croyants, parce que ce sont tous les symboles. Vous nous avez parlé aussi de cette mode en Provence aussi, bien sûr, avec les santons. Alors après, il y a le débat des crèches aussi dans les lieux publics. Certains en ont installé dans les mairies ou sur les places, en fait, publiques. Évidemment, il y a eu des recours. Et il y a eu une histoire qui est assez intéressante, qui se passe du côté d'Asnières-sur-Seine, en région parisienne. Nous sommes avec le maire d'Asnières, Manuel Aeschlimann. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Il y a eu une affaire qui vient d'être jugée, parce que vous aviez publié dans le journal municipal la photo d'une crèche et il y avait eu des recours par deux politiques, disons, de gauche. L'un, Nouveau Front Populaire, et puis l'autre, sénateur communiste écologiste, qui avait déposé un recours vous accusant de faire du prosélytisme religieux. Le tribunal de Cergy vient de rejeter le recours. En clair, vous avez gagné, vous pouvez avoir une photo donc d'une crèche dans votre journal municipal, c'est ça ? En l'occurrence, oui, c'est ce que dit le tribunal. Alors, nous, ce qu'on avait fait et ce que j'avais fait dans mon édito l'an dernier, c'était d'abord de confirmer que Noël est évidemment une fête conviviale, etc., mais qu'il convenait aussi de rappeler qu'en premier lieu, Noël, c'est avant tout la naissance de Jésus. Et puis, j'avais agrémenté ça, en effet, d'une photo d'une crèche. Et rapidement, en effet, deux élus, un communiste, un sénateur communiste et un élu local, enfin pas un élu local, un militant local NUPES, maintenant nous au Front Populaire, avaient effectivement saisi le tribunal administratif et leur recours a été rejeté. Parce que effectivement, c'était simplement moi un rappel objectif de fait et pas du prosélytisme. Donc ces gens-là qui dévoient beaucoup la laïcité jouent contre le principe de laïcité lui-même en ayant des actions aussi extrêmes. Oui, c'est ça. Mais donc c'est ce qu'a rappelé le tribunal, ce principe de laïcité qui n'interdit pas à un maire de rappeler l'origine religieuse d'une fête, quoi. C'est ça. Dès lors qu'on est sur un rappel entre guillemets historique et factuel, il est clair que pour moi il n'y a pas de souci. Les choses sont différentes quand on a une crèche dans une mairie. Nous, on a aussi une crèche dans la mairie d'Asnières. On est attaqué aussi là par une association pour la laïcité. Et l'instance est en cours. Ce qui est quand même particulier également à remarquer, c'est que quand j'ai fait cet édito il y a 1 an, et même depuis, avec les retombées presse, notamment de notre succès devant le tribunal administratif, j'ai beaucoup d'Asniéroises et d'Asniérois de toute confession religieuse qui en étaient ravis, c'est-à-dire que des musulmans, des juifs, évidemment des catholiques, mais aussi des protestants, toute confession, étaient contents que j'ai pu effectivement exprimer cette vérité-là dans le bulletin municipal. Je crois qu'il y a aussi une espèce d'union de tous ceux qui ont une religion contre la volonté de certains de salir les religions, de s'attaquer aux religions, de s'attaquer à toutes ces choses fortes que certains ont en eux. Et donc, je pense que ce principe qui a été rappelé ne faisait pas plaisir uniquement aux catholiques, mais à toutes et à tous, sauf à quelques extrémistes de gauche. Oui, mais alors certains peuvent dire, oui mais attendez, parce qu'on interdit les signes ostentatoires, entre guillemets, dans des lieux publics, c'est-à-dire que par exemple on ne devrait pas qu'il y ait le port du voile, qui symbolise une religion, donc alors on met une crèche qui est quand même un signe religieux. Donc qu'est-ce que vous leur répondez ? En l'occurrence, la crèche, on la met pas toute l'année, on la met à un moment d'une fête qui est une fête religieuse. Alors que certains veuillent lui retirer ce caractère religieux maintenant,
libre à eux, et on voit bien comment est-ce qu'ils dévoient la société française. Mais c'est pas comme s'il s'agissait de mettre une crèche en permanence dans une mairie ou de publier en permanence la photo d'une crèche dans un bulletin municipal. C'est circonstanciel en fonction d'une fête religieuse qui est reconnue historiquement par tous comme étant une fête chrétienne. Bon, voilà. Donc vous laissez aussi votre crèche dans la mairie pour l'instant, Manuel Aeschlimann, quoi. Hein? Bah pour l'instant, c'est-à-dire que nous on la laisse pendant la période de Noël, hein, et puis voilà. Non mais parce que vous disiez qu'il y avait un recours, mais donc vous ne cédez pas à ce recours. Mais ça, on fait face et nous on est droit dans nos bottes par rapport à ça. Je veux dire que moi c'est ce que j'ai dit à mes équipes. Hein, on a des convictions qui sont tout à fait des convictions d'ouverture. On a régulièrement à Asnières des réunions avec les différents cultes et les choses se passent bien entre l'imam, le rabbin, les prêtres, les pasteurs, tout se passe bien. Il y a des réunions œcuméniques où les uns et les autres discutent et où on essaye de dénouer tous les malentendus qu'il peut y avoir entre les uns et les autres. Donc on a une approche qui est tout à fait détendue de la religion, mais aussi qui est tout à fait ferme également, c'est-à-dire qu'on ne veut pas lâcher sur les principes eux-mêmes, et notamment les principes historiques des religions, qui sont des faits avérés et qui sont reconnus de tous, sauf de quelques extrémistes. Oui, merci beaucoup Manuel Aeschlimann. Paul Sébi, c'est intéressant ce développement donc du maire de Manuel Aeschlimann, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a aussi une tendance quand même qui apparaît dans votre enquête autour des célébrations par les jeunes. Les jeunes et Noël et les jeunes et les fêtes d'une façon générale. Hein. C'est ça, de manière générale, les jeunes célèbrent plus toutes les fêtes qui existent en France, donc que ce soit, je sais pas, Pâques, même le 14 juillet, toutes ces fêtes qui ponctuent l'année. Et effectivement, les jeunes fêtent plus que leurs aînés, et c'est le cas particulièrement sur des fêtes un peu nouvellement arrivées en France, donc que ce soit des fêtes plutôt américaines comme Halloween, puisque 72% des moins de 35 ans célèbrent Halloween, donc on voit souvent des soirées tout simplement, alors que c'est que 48% dans l'ensemble de la société. Et aussi d'autres fêtes religieuses, d'autres religions, comme le Ramadan, qui est fêté par 31% des moins de 35 ans, et seulement évidemment 13% de l'ensemble de la population, ce qui montre une diversification un petit peu de ce que les jeunes célèbrent, et notamment en matière religieuse, évidemment. Oui, absolument. Merci beaucoup, Paul Sébi. Donc, cette enquête dans Hexagone, Marianne et avec Sud Radio, bien sûr. Puisqu'on parle de Noël, justement, c'est une gagnante à notre jeu qui a appelé. Bonjour, Colette. Bonjour. Bonjour. Alors, vous allez gagner un cadeau. Attendez, on va regarder. Quel cadeau? Ah, c'est des produits de soins et de beauté de la marque Guino, ma chère Colette. Ça vous fait plaisir? Oui. Ah bah oui. Oh bah c'est pas très enthousiaste, oui. Oh oui. Ça fait 30 ans que je vous écoute. Enfin, vous n'êtes là que depuis 2022. J'ai écouté Radio Andorre à l'époque. Ah oui, alors ça remonte. Alors, je me levais de bonne heure. J'étais infirmière. Donc, moi, j'allume la radio à 6h le matin. Je suis à la retraite. Et je l'éteins à 18h le soir. Ah bon, bah très bien. Donc vous écoutez Sud Radio toute la journée, hein, ma chère Colette. Oui, toute la journée. Bon. Et j'ai appelé je ne sais combien de fois pour prendre la parole. Parce que il y avait des choses que j'avais vécues et j'ai jamais été rappelé, quoi. Bah voilà, là... j'ai laissé des messages, voilà. Et on vous rappellera alors. Je vais le passer le message à Manu au standard si on vous a pas rappelé. Non mais je sais, vous êtes assez nombreux à nous appeler, mais on essaie absolument de vous rappeler pour vous donner la parole parce que c'est Radio Libre sur Sud Radio. Voilà, ma chère Colette, vous avez gagné. Il y aura d'autres cadeaux jusqu'au 24 et même au-delà. J'ai dit cette année on va au-delà, on ira jusqu'au 27-28 pour vous offrir des beaux cadeaux de Noël. Et moi je vous souhaite de joyeuses fêtes et un joyeux Noël. Les deux, bien sûr. Dans un instant, c'est Gilles Gansman avec son invité Jean-Marie Bordry. Ce matin, on salue aussi Valérie Expert qui se remet d'une petite grippe. Là. Ça ira mieux.